Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce lundi 9 décembre à la une de l'actualité. Célébration du 55e anniversaire du groupe Fraternité Matin. Le président de la République a félicité les travailleurs pour l'important labeur effectué qui fait de Fraternité Matin l'un des titres leaders de la presse écrite au niveau continental, ainsi que pour la qualité du traitement de l'information et des écrits. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers sa décision du 28 novembre dernier, met en cause la nouvelle composition de la Commission électorale indépendante CEI. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire se sont prononcés ce lundi. Ils rejettent cette décision de la Cour. Le Sénat vote le budget 2020 de l'État au terme de 3 jours de travaux. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a reçu l'appui des autres membres du gouvernement afin de présenter et soutenir devant les sénateurs les programmes de leurs ministères respectifs. Et puis les élections présidentielles en Guinée-Bissau. Après sa défaite à l'issue du premier tour, le président sortant, José Mario Vaz, apporte son soutien au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, pour le second tour le 29 décembre prochain. Bonsoir à tous. Commémoration des 55 ans de Fraternité Matin. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie. Le président Alassane Ouattara a exhorté les agents de ce groupe de presse à toujours mettre en avant le professionnalisme en vue de la préservation du climat social et de la paix en Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Abola. Le président de la République Alassane Ouattara dans les locaux de Fraternité Matin, comme le président Félix Houphouët-Boigny pour consacrer l'avènement de ce groupe de presse un certain lundi 9 décembre 1964. Le président Alassane Ouattara vient ce lundi 9 décembre 2019 pour marquer la célébration des 55 années d'existence du quotidien. En cette présence à Fraternité Matin, dans la grande commune d'Agamé, du chef de l'État avec à ses côtés le vice-président, des membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités, on voit l'histoire du fils héritier dans les pas du père, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général du groupe ne dit pas le contraire quand il indique que le président Alassane Ouattara est en tout temps et en tout lieu l'homme de la situation pour Fraternité Matin, surtout dans ces moments difficiles. Fraternité Matin dit au monde entier, Dieu est grand, mais Alassane Ouattara n'est pas petit. Parce que Fraternité Matin était agonisant et vous l'avez ramené à la vie. Et merci pour les efforts que vous consentirez à l'avenir pour que Fraternité Matin soit l'emblème d'une nation en pleine renaissance et le porte-drapeau d'une presse de qualité, professionnelle et responsable, déterminée à apporter sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion que saisit le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré, en tant que tutelle pour rassurer quant à la volonté du gouvernement à toujours apporter son soutien au groupe de presse Fraternité Matin. Au groupe Fraternité Matin, je vous invite à bâtir une synergie vraie entre vous tous, acteurs de ce processus de refonte, en partageant la vision managériale et en vous appropriant les grands axes stratégiques de ce groupe fier de son histoire et ambitieux pour son avenir. Je peux vous assurer, en tout cas, du soutien du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de vous accompagner dans cette démarche afin que chacun dépasse ses limites et maintienne ce groupe à la hauteur de l'ambition et de l'espérance fondée en lui. Idem pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui, profitant également de cette opportunité, a exhorté le groupe Fraternité Matin à continuer à œuvrer dans le professionnalisme. En m'adressant à vous, à l'occasion de la célébration des 55 ans de Fraternité Matin, je voudrais vous féliciter pour avoir su préserver ce capital à travers les époques et les générations. 55 ans, ce n'est pas rien. Je voudrais également vous exhorter à continuer à porter ce message de fraternité indispensable aujourd'hui, plus qu'hier encore, à la préservation et à la consolidation de la paix dans notre pays. Fraternité Matin a toujours bénéficié de l'attention du gouvernement. Et je peux me souvenir que déjà en 1990, nous avions fait un effort pour remettre le journal à flot. Nous avons consacré d'importants financements publics pour moderniser les outils de production,
et faciliter la transition digitale indispensable de nos jours pour ne pas disparaître. Je vous exhorte à continuer dans la voie de l'innovation et du professionnalisme pour relever les défis de la presse à l'heure du numérique et des réseaux sociaux. Autre temps fort de cette célébration, le dévoilement de la plaque commémorative, la mise en marche de la rotative en vue du lancement du tirage d'un numéro du journal édité par Fraternité Matin, ainsi que la visite d'une galerie d'exposition photo donnant accès à la salle des machines de l'imprimerie. Et pour immortaliser l'événement, la photo de famille des agents de Fraternité Matin décorés pour la circonstance autour du président de la République, Alassane Ouattara. Composition de la commission électorale indépendante CEI, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire se sont prononcés sur la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Abou Sanogo. Hémicycle provisoire du Sénat à Yamoussoukro, 4h10 samedi 7 décembre. La Commission des affaires économiques et financières vote le budget programme de l'État pour l'exercice 2020. Globalement, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8 061 milliards de francs CFA et tient compte, selon l'émissaire du chef de l'État, de plusieurs paramètres importants pour le président de la République, notamment le plan national de développement et le programme social du gouvernement pour la redistribution des fruits de la croissance. Un volume de richesses créées qui est plus important et donc qui permet donc à l'État de collecter une part de cette richesse créée-là pour pouvoir donc financer son développement. Et aussi la qualité de notre gestion macroéconomique qui permet donc d'avoir les meilleures relations avec les partenaires techniques et financiers et donc de bénéficier des différents appuis financiers. Quand vous regardez l'évolution des infrastructures, les ponts, la facilité des déplacements, l'évolution donc de l'électrification, des adductions d'eau, c'est tout ça en tout cas qui est pris en charge au niveau du budget et qui permet donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Seulement 2 votes contre le budget programme sur les 16 sénateurs à se prononcer sur le projet de loi y afférent. Sanction ou fantaisie, l'essentiel, la majorité l'a emporté. Bien avant, les sénateurs ont reçu tous les membres du gouvernement, chacun pour motiver les crédits sollicités par son département ministériel. 3 jours d'exposés et d'échanges du 4 au 6 décembre sur les différents programmes et innovations de chaque ministère et leurs impacts sur les populations, puis la quasi-totalité des programmes et budgets sectoriels adoptés à l'unanimité. Satisfaction qu'il y ait eu en définitive une convergence de vues entre l'exécutif et le législatif, donc sur les programmes qui ont été soumis, sur les dotations budgétaires qui sont prévues, et puis sur les indicateurs également pour apprécier un peu la performance de ce que réalisera les différents ministères. Donc on va certainement donc se retrouver pour faire le point après qu'on ait apprécié ensemble les résultats qui auront été obtenus au cours de l'année 2020. Reste une étape, le vote en plénière du Sénat, puis sera promulgué par le président de la République la loi des finances pour son exécution dès le 1er janvier 2020. À l'instant, le reportage de Léon Brou sur le vote du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2020 par le Sénat. On s'intéresse maintenant à ces explications des avocats de l'État de Côte d'Ivoire suite à la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avec Abou Sanogo. Se prononcer sur la décision du 28 novembre 2019 rendue dans l'affaire Suibigori et 8 autres personnalités contre la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de contestations et griefs élevés contre la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Motif pris de ce que cet organe était déséquilibré. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont signifié la décision de rejet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour se déterminer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour a estimé que, d'une part, la demande de sursis immédiat à la mise en œuvre des instances de la Commission électorale indépendante est sans objet suite à la mise en place constatée de la Commission électorale indépendante et de la désignation effective de ses membres
ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de la République de Côte d'Ivoire. D'autre part, et surtout, que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'une situation dont la gravité et l'urgence présenteraient un risque de dommages irréparables ou un trouble social immédiat. Surtout que les requérants n'ont pu fournir les éléments de preuve de leurs allégations contraires. Selon les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est définitive et non provisoire. Cette décision qui a été rendue relativement aux mesures sollicitées est définitive, en ce sens que la Cour ne pourra plus y revenir et les contradicteurs n'auront aucune autre occasion pour en présenter de nouvelles. La Cour dit 1. La demande tendant à faire injonction à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas mettre en place cette commission, cette demande est sans objet. Parce que la commission en question a déjà été mise en place. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples confirme ainsi la régularité de la loi du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Coopération en Côte d'Ivoire, Union européenne, la seconde session du dialogue politique s'est tenue ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Les questions politiques, économiques et sociales d'intérêt commun ont été passées en revue. Aboulaye Koné. Les perspectives pour les élections de 2020, le commerce et l'investissement, l'environnement, la coopération au développement et la migration étaient au cœur de la deuxième session du dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pendant 4 heures, les participants ont examiné les différents points de l'agenda. On a parlé de plein de sujets différents. Ces dialogues commencent, et pas seulement aujourd'hui, ils commencent déjà des semaines avant où on prépare les sujets. Et donc là, on a vraiment eu beaucoup de bonnes coopérations. Je vais prendre quelques exemples. Donc la Côte d'Ivoire a sollicité l'Union européenne pour une observation électorale. Ça, c'est l'expression d'une double confiance. Confiance de la Côte d'Ivoire dans son système électoral, mais aussi la confiance à l'envers de l'Union européenne comme quelqu'un qui est impartial. On a eu la signature et la libéralisation des lignes tarifaires de l'accord de commerce. Donc la dernière circulaire était signée ce matin et donc ça effectivement va libéraliser le commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. C'est une grande avancée. La rencontre de haut niveau a été présidée par le ministre Ali Koulibaly. Ce dernier a salué l'engagement constant de l'Union européenne à accompagner la Côte d'Ivoire sur les différents points évoqués. Je pense que c'est un dialogue qui a été très instructif et nous devrions le poursuivre. L'Union européenne est notre premier partenaire au monde. Donc il est important que nous échangions continuellement sur des questions d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, 1 minute de silence a été observée et les drapeaux mis en berne à la mémoire de Charles Dibi Kofi, ancien ministre de l'économie et des finances et ancien ministre des Affaires étrangères, décédé le 7 décembre dernier. Ce 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption, moment important pour tous les pays signataires dont la Côte d'Ivoire pour sensibiliser l'opinion aux effets négatifs de la corruption, la prévenir et surtout la combattre. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a réaffirmé son engagement dans la prévention et la lutte contre la corruption. Sidonie Davila. 9 décembre, journée mondiale de lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance marque cette édition par le renouvellement de son engagement dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre société. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, en continuant nos actions de sensibilisation et d'éducation des populations, nous devons passer à une seconde phase de la lutte contre la corruption en mettant désormais l'accent sur la répression. Les corrupteurs et les corrompus devront savoir que la lutte sera sans répit, qu'elle n'admettra ni faiblesse ni compréhension de notre part
et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Les résultats de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption montrent que le pays a fait des progrès importants ces 7 dernières années selon Transparence internationale. De la 136e place en 2013, le pays occupe la 105e depuis 2018. Une performance reconnue par l'indice de contrôle de la corruption, le Millennium Challenge Corporation, MCC. Pour faire descendre ce chiffre à un niveau encore plus bas, les autorités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaitent l'implication de tous. Une implication qui se veut ferme, matérialisée par la signature d'une banderole de lutte contre la corruption. Toutes les nations africaines doivent poursuivre cette lutte-là, l'intensifier pour permettre à nos États de pouvoir se développer, de pouvoir vivre en paix et surtout ramener le développement dans nos pays. Il est important que la corruption soit bannie de notre quotidien. Parce que nous voulons aller de l'avant, nous voulons être un grand pays. Et pour être un grand pays, il faut bannir la corruption. L'autre point essentiel au cours de cette cérémonie, plusieurs panels avec les forces de défense et de sécurité, les religieux, les élèves et les étudiants. Selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dans le classement Mo Ibrahim en 2017, la Côte d'Ivoire occupait la 41e place, en 2019, 18, 22e, et dans le classement ONG Transparency International, sur 180 pays, la Côte d'Ivoire en 2013 occupe le 136e rang, en 2018, le 105e. Et en termes d'indice de contrôle de corruption MCC, la Côte d'Ivoire est passée d'un score négatif de moins 0,39 à un score positif plus 0,35. Dans le domaine de l'environnement aussi, les choses évoluent bien en Côte d'Ivoire. À l'issue de la COP25, le ministre de l'Environnement et du Développement durable fait le point. Grace Kando. Face à la presse nationale et internationale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait un bilan à mi-parcours de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP25 à Madrid, en Espagne. Notre présence ici nous a permis de conduire un certain nombre d'activités. D'abord, la cérémonie d'ouverture et la table ronde générale où j'ai eu l'insigne honneur de représenter Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à qui nous rendons hommage et à qui nous adressons nos remerciements pour cet honneur. Au stade des négociations, les discussions, mesdames et messieurs, sont focalisées sur l'opérationnalisation de l'article 6 relatif au mécanisme des marchés. Cet article traite des échanges d'émissions de gaz à effet de serre entre tous les États et propose un prélèvement dans ce marché d'émissions de gaz à effet de serre afin d'approvisionner le fonds d'adaptation. Cependant, les pays développés tardent à adhérer à cet article car cette disposition n'apparaît pas explicitement dans l'accord de Paris, tout autre chose auquel nous devons remédier. La question de la mise en œuvre des contributions déterminées nationales CDN, présentées après la ratification de l'accord de Paris sur le climat, était aussi au menu de cette rencontre. La Côte d'Ivoire prévoit la mise en place d'une commission nationale climat, CNC, l'élaboration d'une loi sur les changements climatiques, la création d'un fonds national climat et enfin l'instauration d'une taxe carbone. Selon le ministre Joseph Seka Seka, la 25e conférence des parties COP25 ouvre la voie à la mise en œuvre d'actions concrètes de lutte contre les changements climatiques.
Dans la fonction publique ivoirienne, après 4 mois de formation au métier d'auditeur à l'École nationale d'administration, c'est la sortie officielle pour une centaine de fonctionnaires. Ils ont été exhortés à être des modèles dans leur domaine et à faire de la recherche de l'excellence leur credo. Didier Nguessa. Ils ont été formés aux techniques d'accueil, à la gestion, à la rédaction administrative. Ces fonctionnaires auditeurs, au nombre de 103, sont en fin de formation. Ils reçoivent des conseils avisés de leurs formateurs pour un bon profil de carrière. S'ils sont accrochés à la valeur de travail et qu'ils font leur travail de façon consciencieuse, en ayant un regard sur le respect de la hiérarchie et des normes qui régissent donc le milieu professionnel, ils sont donc promis à un bel avenir. Quand on veut graver les échelons, comme M. Oulaye l'a si bien dit, il va falloir que les postes de responsabilité qu'on nous donne, que nous soyons à mesure de remplir les tâches correctement pour faire honneur à notre pays. Ces nouveaux auditeurs ont choisi comme parrain Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, pour son dévouement et son parcours professionnel atypique. Dans la vie, il faut avoir un choix et se battre, ce que tu veux. Ouais. De la mairie, était un planton de Korogo, me trouvé aux États-Unis, à Washington, pendant 25 ans. Et le président m'a fait venir ici pour travailler auprès de lui. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Il faut croire au destin. Ce que j'ai dit aux étudiants, il faut croire au destin. Parce que tout peut se passer. Ils n'ont qu'à se battre où ils sont. Lassina Ouattara a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA pour la mise en place d'une amicale. Créé en juillet 2000, le Fonds de prévoyance de la police nationale a été mis en place pour apporter une assistance sociale à tous ses membres. Des objectifs pas pleinement atteints, puisque la dernière Assemblée générale ordinaire, après l'examen de bilan de l'exercice social clos au 31 décembre 2018, a réclamé la réalisation d'un audit général afin de déterminer les origines des difficultés. Mamadou Kouassi. Le Fonds de prévoyance de la police nationale fait sa mue 19 ans après sa création. Les policiers de Côte d'Ivoire veulent impulser un nouveau dynamisme à leur structure afin de répondre davantage à leurs préoccupations. De nombreuses réformes sont remises en place afin de prendre en compte les besoins des policiers. Pour mener à bien cette restructuration du Fonds de prévoyance de la police nationale, un audit est demandé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un audit pour déterminer les origines des difficultés du fonds. Il s'agit d'un audit organisationnel et fonctionnel. Les tests sont obsolètes. Il faut intégrer les réalités des policiers aux différents tests. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que le fonds fonctionne mal, mais le fonds a besoin d'une restructuration. Ce que nous prenons en charge sans avoir à viser l'État, c'est les blessés en service commandé. Et c'est ça qui nous pèse. Et avec le nouveau ministre, je pense qu'il va nous aider à redresser un peu la barre. L'inspecteur général adjoint de la police nationale, le commissaire divisionnaire Siriki Diabaté, représentant le ministre Vagondo Diomondé, a rassuré les délégués du Fonds de prévoyance de la police nationale de l'appui du gouvernement à la restructuration de leur structure. Retenez que cet audit s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions à l'enlisement du Fonds de prévoyance de la police nationale. Le ministre en appelle donc à la sérénité, à la responsabilité et à la coopération de tous pour la réussite de cet exercice, dont les résultats permettront de disposer d'un état des lieux clair et complet, préalable à l'aide attendue. Au cours de cette rencontre, les délégués ont fait le point du fonctionnement de leur organisation. Des délégués déterminés à œuvrer davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans l'actualité politique, les coordonnateurs du RHDP de la région d'Unzi sont connus. Il s'agit des ministres Lata Nguessan Kofi et Li Ramata Bakayoko. Ils ont été investis par Albert Mabri-Touakeus, émissaire du RHDP pour la circonstance. Noussangare et Mamadou Kouassi. Forte mobilisation à Dimbokro, capitale d'Unzi. Venus de toutes les localités de la région, les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont effectué nombreux déplacements pour marquer leur adhésion et témoigner de leur soutien aux deux personnalités choisies pour conduire les destinées du RHDP dans leur région. Investis dans leur attribut de coordinateur, Li Ramata Bakayoko et Lata Nguessan Kofi entendent parcourir villages et hameaux pour mobiliser la population d'Unzi
à la cause du RHDP et de son président Alassane Ouattara. Ils étaient dans l'obscurité. Il est en train de les mettre dans la lumière. Ils avaient soif. Il est en train de leur donner de l'eau. Ils étaient malades. Il est en train de leur donner les structures sanitaires pour les soigner. Ils n'avaient pas d'école. Il est en train de construire des écoles pour que leurs enfants aillent à l'école. Et donc, il ne peut pas choisir autre chose que le chemin qu'il a tracé. Pour mener à bien leur mission, les coordinateurs régionaux pourront bénéficier du soutien des coordinateurs associés, communaux, départementaux et sous-préfectoraux. La région est RHDP. Le défi, c'est de maintenir notre position et de gagner le pari, de gagner les élections de 2020. À la tête d'une forte délégation de la direction du parti, Albert Mabry-Touakus a invité les coordinateurs nouvellement investis à prôner davantage la cohésion sociale et le vivre ensemble, gage de la conservation du pouvoir en 2020. Le message de la paix, du développement, c'est un message facile à donner, mais c'est un message qui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, a besoin d'être entretenu. Et pour mieux le porter, vous avez besoin d'une cohésion forte, vous avez besoin d'être solidaire. Cette cérémonie d'investiture des coordinateurs régionaux du RHDP dans les îles a enregistré la présence remarquable des têtes couronnées du peuple Agba. Dans le Denguélé également, les coordonnateurs RHDP ont été investis. Ils sont en mission de mobilisation. Kolo Koulibaly. Gausso Touré est le nouveau coordonnateur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans le Kabadougou-Folon, district du Denguélé. Le ministre de la promotion de la riziculture investi par le superviseur Philippe Légré. Je suis venu ici envoyé pour investir et asseoir cet important appareil politique du président Ouattara, cet appareil politique qui est le RHDP, pour mettre en ordre de bataille toutes les structures de ce parti pour 2020. La mission du nouveau coordonnateur sera d'assurer la victoire du RHDP aux échéances électorales de 2020 dans les régions du Kabadougou et du Folon. Au Djéné, nous n'avons pas d'inquiétude. Ce que nous savons, il faut regrouper tout le monde autour du RHDP pour que le résultat de 100% que nous attendons, que ce résultat soit au rendez-vous. Dans le district du Denguélé, la coordination RHDP est présidée par Gausso Touré, aidé dans sa tâche par Diakité Koti Souleyman, Adama Kone et Sidiki Diakité. Dans la région du Boclé, la coordination dirigée par Philippe Légré a eu sa feuille de route des mains du secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataye. Elle s'engage à véhiculer des idéaux de paix et de développement qui fondent le RHDP. Le reportage est signé Sam Conan. Philippe Légré, investi coordinateur régional du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région du Boclé, à la place du Saint-Esprit de Sassandra, en présence des populations venues nombreuses, témoigner leur reconnaissance au président du RHDP et leur engagement à faire triompher ce parti en 2020. Pour le nouveau coordinateur Philippe Légré, c'est grâce au RHDP que le Boclé connaît un début de développement. Il n'y a donc pas de raison que cette région tourne dos au RHDP. Le RHDP est une réalité. Alors aujourd'hui encore plus que jamais, la région du Boclé est derrière le président Alassane Ouattara, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour une victoire certaine de plus de 90%. Parce que nous avons toujours prouvé que nous sommes là et nos résultats très souvent sont au-dessus de tous les résultats nationaux. Kofi Nguessan Lataye, qui a procédé à l'investiture de la coordination du Boclé, demande aux populations de toujours faire confiance au RHDP et à son président Alassane Ouattara. Il y a l'existence même de Ouattara à Sassandra, à travers des projets déjà réalisés et en cours de réalisation. Dans la vie, on regarde devant. Et je pense qu'il y a une belle vitrée qui donne la lumière, l'eau et le développement à toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RHDP, à travers le président Alassane Ouattara. Peu après l'investiture, le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataye a rencontré ses parents baoulés vivant dans le Boclé. Il leur a demandé de continuer de vivre ensemble dans la paix et la cohésion avec les autres communautés.
Un mot de religion, les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville célèbrent la fête du Christ, roi de l'univers. Une célébration marquée par le lancement des festivités pour le cinquantenaire de la paroisse. Des images de ce jubilé d'or avec Grace Kando. Terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Rassemblement des fidèles catholiques de la paroisse Saint-Kizito. Lieu retenu pour donner le top départ de la procession, marquant les festivités du Jubilé d'or. Nous avons beaucoup de choses dans le programme du cinquantenaire, évangélisation, prière. Nous avons même commencé d'abord par un triduum, pour que de plus en plus, nous soyons plus ancrés dans la foi chrétienne catholique. 50 ans que la graine de l'évangile a été sémée à la paroisse Saint-Kizito, occasion aussi de faire un bilan. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 prêtres sont sortis de la paroisse des religieux et nous avons des paroissiens spirituellement, je peux dire, mûrs, assis. Parce que sur notre paroisse, on trouve au moins 6 communautés nouvelles et une centaine de groupes et mouvements et associations, des CB dynamiques. Donc c'est dit que c'est vraiment une paroisse qui gagne en puissance. Un sketch retraçant l'histoire de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville a été exécuté par les différents groupes et mouvements de la paroisse. La majorité de notre communauté est analphabète. En Guinée-Bissau, après sa défaite à l'issue du premier tour, le président sortant, José Mario Vaz, apporte son soutien au candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Mbola, pour le second tour de la présidentielle le 29 décembre prochain. Umaro Sissoko Embalo a déjà obtenu le ralliement des principaux ténors, notamment de l'ex-premier ministre, lui aussi recalé au premier tour. La campagne pour le second tour commence le 13 décembre pour s'achever le 27 décembre au soir. Et puis, on rappelle pour terminer la célébration du 55e anniversaire du groupe Fraternité Matin. Le président Alassane Ouattara a félicité les travailleurs pour l'important labeur effectué qui fait de Fraternité Matin l'un des titres leaders de la presse écrite au niveau continental. Merci à tous de votre attention. Marine Cognon sera avec vous pour le 23h. Bonsoir et à demain, 20h sur RTL.